cas, la première chose qu'il a faite, c'est de partir sur les couverts végétaux pour diverses raisons. Et c'est sa première clé d'entrée. Avant de dire je fais une reconversion dans un système réglementaire ou autre, lui, il est parti de l'activité du sol et des problèmes qu'il voyait. Donc je voudrais qu'il nous en parle un peu plus. Voilà, on a démarré en 2002 avec des couverts de graminées, ça se faisait beaucoup à l'époque, qui amenaient pas grand-chose au niveau de la vie du sol. Et puis, par contre, on avait résolu les soucis d'érosion, en fait, parce qu'on passait beaucoup de temps à prendre la terre au bas des pentes, puis la remonter, ça durait une semaine, puis après il y avait un orage, on recommençait. Donc avec ces graminées, on avait solutionné pas mal les soucis d'érosion. Et puis après, c'est venu petit à petit, en se renseignant un peu à droite à gauche, qu'on est parti sur des couverts. Et encore là, aujourd'hui, on n'est pas toujours encore au point comme on voudrait, mais on s'en approche petit à petit, quoi. Mais la clé d'entrée, ça a été, on va dire, l'érosion. Ça a très bien fonctionné. On passe plus du tout de temps à remonter de la terre, ça c'est terminé. Et puis après, là aujourd'hui, on pense à la nutrition, on pense à d'autres choses, mais on évolue pour aller vers là. Et aujourd'hui, on a une technique qui est pas aboutie, ça va aboutir petit à petit. Ça a été assez progressif, donc on implante un couvert qu'un rang sur deux, et l'autre rangée est toujours travaillée avec du travail du sol, et j'alterne chaque année en fait. Donc je ne suis pas encore en agriculture de conservation, on va dire, mais c'est la prochaine étape. Eric, c'est ça la bonne clé d'entrée? Est-ce qu'il y a des erreurs à pas commettre? Comment oui, comme dans toute chose. Alors après, dans le verre, il y a quand même peu d'erreurs majeures. En fait, les erreurs proviennent essentiellement soit des choix des espèces, comme ça a été dit ce matin par le premier intervenant de l'INRA, ou ça peut être également des erreurs qui sont liées à la destruction de l'engrais vert. Ce n'est pas l'engrais vert en lui-même qui est source d'erreur, c'est la façon dont il va être géré par l'agriculteur. Et c'est là où il faut donner aussi aux gens les bonnes clés d'interprétation, parce que tu l'as dit toi-même au départ, au début quand tu as voulu t'y lancer, tu étais un peu seul. Ouais. Voilà. Dans mon secteur, je suis toujours un peu seul. Mais et donc tu t'avances à tâtons, tu fais des erreurs. Donc faire des erreurs, c'est pas grave, du moment qu'on progresse de ces erreurs. Moi actuellement, donc, je suis conseiller technicien à AgroBio Périgord, une association de producteurs bio en Dordogne pour l'accompagnement des vignerons. Je suis également référent FNAD ITAB pour la viticulture. C'est Fédération nationale d'agriculture biologique, Institut technique de l'agriculture biologique, qui ne connaissent pas. Et je suis également, pour quelques mois encore, ingénieur réseau éco-phyto. Donc moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et que je veux développer avec les agriculteurs. Et pourquoi je disais ça, c'est que avant d'être dans la vigne, moi je suis venu à la vigne par hasard, j'ai aucun diplôme en viticulture. J'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de pouvoir travailler avec des céréaliers, avec des éleveurs, avec des maraîchers, avec des arboriculteurs, avec des producteurs de PAM. Il n'y a que les oliviers et les agrumes que j'ai pas tâté. Et quand je suis arrivé en vigne, j'étais stupéfait du niveau zéro de l'agronomie. Non mais sérieusement, c'était une catastrophe, quoi. Le sol, c'était un support, ce qui était intéressant, c'était le vent. Et tout ce qui se passait à côté, c'était pas du tout pris en compte. Donc moi, ça fait une vingtaine d'années que j'essaye de sensibiliser les vignerons justement à regarder un peu plus ce qui se passe dans leur sol, et comment en s'occupant mieux de leur sol, ils peuvent faire des meilleurs vins, ils peuvent se simplifier le travail, ils peuvent limiter leurs intrants, que ce soit les intrants au niveau des engrais, ou les intrants au niveau... alors on a beaucoup employé le mot pesticides ce matin, c'est un mot que j'aime pas parce que il est un peu... péjoratif. Ouais, c'est le mot qu'on emploie pour faire peur aux gens. Déjà, il faudrait distinguer dans ce cas, agriculture bio, par exemple, c'est pas une agriculture sans pesticides, c'est une agriculture sans produits chimiques de synthèse. Donc je préférais qu'on parle de produits de protection des plantes et de produits de protection des plantes d'origine naturelle ou d'origine de la chimie de synthèse, ce qui me semble plus juste. Et on n'a pas besoin de faire peur aux gens. Voilà ce que je peux dire. Sinon, moi, ça a été dit un peu tout à l'heure aussi. Moi, je me suis beaucoup attaché
à l'approche globale. Donc en fait, moi j'ai beaucoup travaillé les mélanges. On a parlé tu l'as parlé donc des associations. Donc l'histoire c'est d'avoir quelque chose d'équilibré, donc pour ça il faut amener différentes choses au sol. Donc on a les carbones lents, c'est la cellulose, les carbones rapides, les sucres, et l'azote. Donc si je voulais schématiser, on pourrait dire que les carbones lents c'est plutôt les céréales, les sucres plutôt les crucifères, les légumineuses, et l'azote bien évidemment d'abord les légumineuses et après les crucifères. Donc si je veux un engrais vert équilibré, c'est celui qui va se trouver dans le patatoïde vert en fait. Et après, suivant l'objectif du vigneron, si je veux être plus sur l'azote, je vais orienter mon mélange plus sur des légumineuses. Si je veux être plus sur la nutrition du sol, les micro-organismes du sol, c'est avant tout les bactéries, des champignons, ils vont se nourrir de sucre, donc je vais plutôt l'orienter sur les sucres. Et si je veux jouer sur le taux de matière organique, je vais plutôt jouer sur le carbone. Mais ça, c'est vraiment schématisé parce que, bien entendu, il n'y a pas une plante qui amène que de l'azote, une plante qui amène que des sucres, une plante, ce serait trop simple. Donc, il y a toujours, et c'est là où on va jouer sur les modes de destruction. Eric, avant d'aller plus loin sur la composition des mélanges, par rapport à l'expérience de Michael, il y a un rang sur deux, tous les rangs, etc. Qu'est-ce qu'on doit... Alors ça, ce qu'il faut voir, c'est que la vigne, c'est quand même une culture qui est relativement particulière par rapport... si vous êtes céréalier, maraîcher, il y a des contraintes fortes en vigne. Donc on peut faire les engrais verts un rang sur deux avec un enherbement naturel. Moi, ça me semble être quelque chose de tout à fait correct. Après, j'ai des vignerons où on travaille des engrais verts tous les rangs. Et après, on va travailler un rang sur deux et un rang où on va faire du mulch, ou soit du roulage mulch, soit du broyage mulch. Même l'idéal pour moi, ça serait le fauchage. En fait, je ne suis pas très fan des outils type rouleau faca en vigne. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est que en vigne, on passe notre temps à limiter l'érosion. Le compactage, pardon. L'érosion aussi, mais le compactage des sols, parce qu'on passe toujours au même endroit que sur un tracteur, à pied. Et le rouleau faca, pour moi, c'est un petit peu le paradoxe de la vache et du mouton, c'est-à-dire qu'une vache, c'est beaucoup plus lourd qu'un mouton, mais paradoxalement, une vache, ça tasse moins les sols qu'un mouton. C'est une question de répartition de la masse. Donc il a un tout petit sabot, donc même s'il est moins lourd, à l'endroit où il marche, il tasse plus le sol. Et le rouleau faca, c'est exactement ça, c'est une surface de 1,5 cm, même pas, sur un outil qui ne marche que par son poids. Quand vous observez bien les rouleaux faca dans la nature, souvent ils sont lestés soit avec des cuves d'eau, soit avec des morceaux de ferraille. Et donc, autant quand vous êtes en grande culture, si vous avez un outil de 12 ou 24 mètres avec un tracteur pneu basse pression, le compactage du sol est limité. Mais dans la vigne, ça peut vite être un tracteur. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Alsace sur un domaine qui fait du découvert, mais avec le roulage depuis 15 ans. On a fait 5 domaines dans la journée, il n'y avait pas plu depuis 3 mois. Dans tous les autres sols bio, on a pu faire des trous à la pelle bêche. Dans le domaine où c'était que roulé depuis 15 ans, on n'a pas pu enfoncer la bêche de plus de 2 cm. C'est-à-dire à peu près la profondeur qui avait été travaillée par là-dedans pour faire le semis. Souvent, voilà, on veut faire un dogme des choses. Moi, je suis contre les dogmes, donc pour moi, il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Il faut déjà que l'agriculteur définisse ses objectifs. Et à partir de là, voilà, on peut avoir différentes méthodes. Et pour moi, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est en fonction de l'objectif que s'est fixé le vigneron qu'on va choisir plutôt une méthode ou une autre méthode. Et sur un domaine viticole, pour moi, je sais pas, pour vous donner un ordre d'idée, sur un domaine, on va dire, je sais pas, de 15 hectares, je peux travailler 4 à 6 mélanges d'engrais verts différents en fonction des parcelles et des objectifs des qualités de vin que veut l'agriculteur. Et je peux avoir 2 à 3 méthodes de gestion différentes de ces engrais verts sur le même domaine. Et ça a bien été dit, ce qui a été dit tout à l'heure dans l'introduction par la personne de l'INRA, c'est bien d'aller vers quelque chose qui est plus ou moins à la carte et adapté
si ce n'est à la parcelle, parce que bon, quand vous avez des grands domaines, il ne faut pas non plus tout le temps gérer tout à la parcelle, mais au moins par îlot de parcelles homogènes. Moi j'ai quelques parcelles à laisser avec un semis tous les rangs chaque année depuis 3 ans, et pour le moment au niveau des rendements, j'ai pas dit on est en IGP, on peut faire jusqu'à 90 hecto-hectares je crois. Et moi je suis à 80 hecto-hectares depuis, je tiens ma moyenne depuis des années quoi. Et sur ces parcelles là où on a fait des essais tous les rangs, ça fonctionne a priori pareil depuis 2 ans. Depuis 2-3 campagnes, les vignes n'ont pas décroché. Il n'y a pas de concurrence Il n'y a pas de concurrence parce que c'est... Alors, il faut bien parler, moi je préfère qu'on parle d'engrais verts, ou alors on pourrait parler de couverts hivernaux temporaires, un peu long. Parce que les couverts, pour moi, c'est les enherbements, c'est-à-dire soit c'est des graminées prairiales ou des légumineuses prairiales, ou l'herbe qui va pousser spontanément. Là, on est sur la culture d'engrais verts. Et en vigne, il n'y a absolument pas de concurrence dans la mesure si on fait des engrais verts d'hiver, on sème au moment où la vigne est en repos, et on le détruit avant qu'elle se réveille. Oui, alors c'est pour ça, enfin, c'est peut-être pas le moment de poser des questions. Si. Ah bah on est là pour échanger. Voilà, c'est pour ça que j'étais étonnée parce que vous avez dit tout à l'heure que vous le laissiez monter jusqu'à 1,50 m Oui. Et au mois de mai. Alors j'ai vu que vous étiez à Nîmes. C'est ça, oui. Voilà. Quand on a vu que vous étiez médaille de bronze, que vous étiez à Nîmes, les Gersois, les Audois, mois de mai, on s'est pris le gel il y a le risque de il y a geler, 2 ans, quelque chose de gentil. Et donc, est-ce que laisser monter ça si tard? Ah mais c'est là où c'est de l'agriculture, c'est-à-dire que c'est pas une règle stricte qui s'applique tout le temps, tous les ans de la même façon. Un vigneron qui fait des engrais verts pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans ou 10 ans, il ne fera jamais 2 fois la même chose une même année. Effectivement, si vous avez une année où on vous dit bah, la semaine prochaine, il y a un risque de gel à -5, -8, évidemment qu'on va s'arranger pour avoir détruit le couvert avant, de la même façon qu'une année comme 2008, où en France il y a une pression de milieu énorme. Bon, bah, même si cette année-là on aurait voulu emmener l'engrais vert un peu plus loin, on va le détruire plus tôt parce qu'il y a nécessité de pouvoir passer traité pour protéger la ligne. Parce que ce qui peut vivre le vigneron, c'est pas l'engrais vert, c'est le vin qu'il va pouvoir faire avec ses raisins. Donc si on se fait tout bouffer par le milieu, ça ne sera pas très durable. Donc ouais, et une année, si vous avez un printemps plutôt sec, avec pas de risque météo majeur ou maladie majeure, là vous allez pouvoir peut-être aller juste là où vous voulez par rapport à la destruction de l'engrais vert. Vas-y. Et est-ce que la concurrence hydrique sur des printemps secs, même si Modène Gers n'est pas trop sujet à ça? Non, mais il y a d'autres endroits oui, où ça peut être un problème. Ouais. Moi je travaille notamment du côté de Perpignan, Pyrénées-Orientales, donc c'est 200-300 mm par an pour ceux qui ne connaissent pas, voire moins. Là oui, c'est là aussi où il y a un travail d'adaptation locale à faire. Après, dans des départements comme la Dordogne, le Gers, où il y a des régimes hydriques, pareil, il peut toujours avoir une année un peu plus bizarre que les autres, mais chez nous, ça pose pas de problème. Mais dans certains territoires de l'arc méditerranéen, ça peut être un problème. Et on a même des questions actuellement, justement, par rapport au mulch, par exemple, le discours générique, on va dire, c'est de dire que le mulch va protéger le sol et garder de l'eau. Nous, on a fait, il y a eu, alors c'est pas moi qui l'ai fait, mais des collègues, par exemple, du CIVAM Bio 66 dans les Pyrénées-Orientales, qui ont installé des sondes hydriques sur différents couverts avec différents modes de gestion. Et par exemple, sur du roulage, où ils avaient une plus forte concurrence hydrique sous le mulch. D'accord. Rien que le roulage par rapport à un broyage, par exemple. Et l'explication vient de quoi? Alors pour l'instant, ils ont fait ça l'année dernière, la première fois, donc c'est la première fois pour le faire, donc ils vont recontinuer les expériences. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand vous roulez les plantes, vous ne les détruisez pas, vous les freinez. Donc la plante, elle continue à avoir un développement végétatif, même s'il est réduit, donc du moment qu'elle n'est pas morte, elle continue à évapotranspirer de l'eau. Et si on la coupe, elle va consommer encore plus, hein? Non, alors, normalement, en tant que plante, elle ne consommera pas.
Et par contre, ce qui peut se passer dans un paillage sec, c'est qu'il va être décomposé par les micro-organismes, comme dans un compost. Et dans le compost, il y a une phase qui est très bien connue pour l'assainissement d'un compost, c'est la montée en température, qui est due à des champignons asconomycètes. Et cette montée en température-là, ça peut aussi faire évaporer, donc consommer de l'eau par rapport à ce qui est disponible au sol. Et vraiment, oui, dans certains territoires, oui, surtout sur l'arc méditerranéen, ça peut être très problématique parce que si on prive la vigne d'eau en début de saison, sachant qu'il ne va pas pleuvoir quasiment de tout l'été, ça peut mettre économiquement en danger l'agriculteur parce qu'il ne fera pas de récolte et ça peut aussi pénaliser son outil de production, c'est-à-dire son vignoble, parce qu'il n'aura pas de bois pour tailler par exemple, ou la vigne ne fera pas une mise en réserve et à terme on risquerait d'épuiser la vigne. Les météos sont un peu plus performantes que quelques années en arrière. Alors, moi personnellement, je me sers de la météo pour décider du... Voilà, s'il n'y a pas de risque, on le laisse faire, mais s'il commence à faire sec et puis qu'ils n'annoncent pas de pluie, je détruis avant. Vous n'êtes pas en goutte à goutte? Non, on est tout en sec. Oui, alors après, c'est une autre... Sur l'arc méditerranéen, notamment, se développe de plus en plus. Après, honnêtement, goutte à goutte. moi je ne suis pas persuadé que l'irrigation pour la vigne, ça puisse durer encore très longtemps, ne serait-ce que d'un point de vue d'acceptation sociétale. Il y a déjà la guerre de l'eau qui a déjà commencé dans pas mal de pays, on aura ce même problème là chez nous très bientôt. Autant consommer de l'eau, puiser de l'eau pour abreuver des animaux, ça sera toléré. Irriguer pour faire du maraîchage, pour faire des légumes qui vont nourrir les populations, ça sera toléré. Moi je suis originaire des Charentes au départ. En Charente, il y a de plus en plus de maïsiculteurs qui sont régulièrement démontés leur enrouleur s'ils les mettent à tourner en plein été, en pleine journée. En fait, ça dépend de l'origine de la ressource. Mais là, on va rentrer dans un débat qui est autre, peut-être qu'on va pas y aller. Techniquement, oui, c'est autorisé pour l'instant, c'est d'avoir du goutte à goutte, c'est un moyen de compenser, de contourner le problème de cette concurrence hydrique. Est-ce que, justement, pour revenir à la concurrence hydrique, j'ai parlé des produits qu'on fait dans le Gers, c'est des blancs secs type étiole. Et on sait qu'il faut des jus très riches en azote. Ouais. Très riches en azote et des vignes qui ne souffrent pas justement de déficit hydrique. Parce que justement on n'a pas le truc. Après l'œnologue il va avoir tous les talents, ça suffit pas des fois. Au jour d'aujourd'hui, je mets quand même de l'engrais pour accompagner cette vie du sol et tout ça. Donc je continue à mettre de l'engrais organique. Et j'ai pas de souci d'azote dans les mous, j'en ai fait. Les 2-3 analyses que j'ai, elles sont bien. Il n'y a pas de souci. Légumineuses, plus encore, j'avais mis 50-60 unités d'azote sous forme organique. Ouais. Pour accompagner, parce qu'après, quand on a toute cette matière organique au sol, il faut qu'elle se décompose. Donc ça consomme de l'azote. Donc il ne faut pas que, dans un premier temps, pour lancer la machine, d'après ce que j'ai lu, entendu, formé, il faut, dans un premier temps, il faut aider le sol avec les apports d'azote. Après, des formations, Eric a encore un autre... tout le monde, il y a plusieurs écoles, quoi. Et quand on n'est pas plus technicien que moi, on prend ce qui nous semble bon, quoi, mais c'est compliqué, c'est pas simple. On se pose beaucoup de questions. Dans mes couverts, je ne sème pas de graminées parce que j'estime que j'ai beaucoup de régras naturels au sol. Est-ce que c'est la bonne solution? Eric me dit que non, qu'il faudrait mieux que je mette. Ouais. Voilà, on se questionne beaucoup, quoi. On n'est pas encore. Donc pour répondre à votre question, voilà, moi là c'est la méthode Merci, c'est une méthode qui a été développée par la Chambre d'agriculture de Poitou-Charentes. Je veux dire une méthode d'évaluation des restitutions des cultures intermédiaires. C'est un outil pour les céréaliers, mais il n'y a aucune raison de ne pas se l'approprier non plus en vigne. Donc c'est tout bête à mettre en place, c'est par placette d'1 mètre carré. Vous arrachez des plantes, vous coupez au collet pour ne pas garder les racines, parce que dans la bac du logiciel, la bac prend en compte les racines, donc il ne faut pas les peser. Il l'estime par rapport à la production de biomasse aérienne.
Donc vous triez vos plantes, vous pesez vos plantes, vous rentrez simplement vos données dans ce petit logiciel que vous pouvez trouver gratuitement sur internet, et il vous calcule automatiquement les restitutions. Donc là je vous ai mis le cas d'un vigneron que j'ai passé en bio en 2017. Donc 2016, parce qu'on a fait les couverts en 2015. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, rien du tout, quoi. On a fait des mélanges, donc des mélanges plutôt complexes, au minimum avec 3 espèces, on peut aller jusqu'à 6-8 espèces. Et on est en restitution, bah voilà, donc là ici, ça c'est l'estimation de matière sèche produite. Donc vous voyez là on est à 5 tonnes et demi, 5 tonnes, 4 tonnes. Et ici vous avez les restitutions N, P, K. Donc on est à 105 entre voilà, 90 et 105 unités. Et je vous ai mis ça parce que c'est vraiment des valeurs moyennes. Si un vigneron il me demande de l'azote, je peux lui proposer des mélanges où on pourra monter jusqu'à 120, 150, 160 unités d'azote sans problème. Sachant que Merci vous donne toujours des résultats pour 10 000 m², vu que c'est un logiciel de céréalier. Donc après, il faut simplement ramener à la surface réellement semée en vigne pour avoir, par rapport à votre crainte, moi j'ai accompagné un domaine là, qui fait partie de mon réseau Ecophyto. Donc c'est quelqu'un qui s'est installé il y a une vingtaine d'années en Dordogne en tant que vigneron. Il a commencé en conventionnel, il est passé au raisonné, il est passé au bio, en biodynamie. Et avant conventionnel, il a été médaillé tout le temps sur ses vins rouges, ses vins blancs et ses liquoreux. Quand il est passé en bio, il a gardé ses médailles en rouge et en liquoreux, il a perdu ses médailles sur les blancs parce qu'il cherchait des profils violets comme vous dans le Gers. Et j'ai eu des discussions oniriques avec son père sur l'impact du cuivre sur les impacts aromatiques. Pour moi c'est un faux problème, le cuivre n'était pas en cause. Ce qui était en cause, c'est effectivement qu'on avait des vignes qui étaient sous-alimentées en azote. Donc ça ne permettait pas ce que vous avez dit, l'expression des précurseurs de thiol dans les vignes. Et donc j'ai travaillé avec son fils, après on a revu la composition des mélanges, il faisait des engrais verts, mais voilà, lui aussi il tâtonnait, donc on a revu la composition de ces mélanges, on a revu si on le faisait tous les rangs, tous les 2 rangs. Donc chez lui par exemple on le fait tous les rangs. Depuis 3 ans qu'on a revu ce système-là en place, je suis très content qu'il ait retrouvé toutes ses médailles d'or en blanc, et lui aussi il est très content. Donc vous voyez quand vous êtes à une vigne, c'est 30 à 40 unités d'azote dont elle a besoin. Et sur ces 30 à 40 unités, elle va en exporter 30 à 40%. Donc vous voyez qu'avec un engrais vert correctement mené, on peut largement amener ce dont la vigne a besoin. Et pour l'avoir donc disponible, puisque c'est plutôt en fin de cycle qu'il faut l'avoir disponible, l'azote, pour les raisins, là les restitutions sont dans cet exemple-là de l'ordre de 35 unités. Est-ce que c'est pas 35 unités du 1er au 15 juin, c'est au cours de l'année, je suppose. Ouais. Et comment on peut savoir la dynamique de restitution de l'azote? Il faut être humble, c'est-à-dire que pareil, moi des fois j'entends des gens parler de dire qu'ils vont piloter la fertilisation avec les engrais verts. Pour moi c'est une aberration, c'est-à-dire que vous ne pilotez rien du tout, vous essayez de mettre en œuvre des bonnes pratiques pour atteindre un résultat. Mais dès qu'on fait de l'agriculture de conservation, de l'agroécologie, de l'agriculture biologie, vous travaillez avec la nature et avec le sol. Donc si vous voulez piloter quelque chose, vous faites de l'hydroponie. Vous avez un ordinateur, il vous gère la lumière, l'arrosage, la quantité d'éléments minéraux qui sont distribués à la plante. Donc forcément, si vous prenez un millésime plutôt froid et humide comme 2013 ou un millésime plus chaud comme 2012, vous aurez des cinétiques de dégradation qui seront différentes. Cependant, la nature est bien faite, c'est que même si la cinétique n'est pas exactement la même d'une année sur l'autre, au final on arrive à retrouver les mêmes résultats. Ça vous intéresse, il y a des études qui ont été faites par Laure Gontier de l'IFV de Gaillac, que vous pouvez trouver facilement sur internet.
où justement il y a ces cinétiques de minéralisation de l'azote sur 3 millésimes par exemple. Il va falloir approcher par rapport à la météo, il faut y avoir. Ouais. Ça peut y avoir. Mais de toute façon, il faut dire que vous auriez le même problème si vous travaillez avec des engrais organiques en bouchon. En 2011, chez nous en Dordogne, il a fait extrêmement sec. Les gens qui ont apporté des engrais organiques au mois de mars, au mois de septembre, les bouchons, ils n'étaient toujours pas décomposés. Hein. Et donc, à mon avis, il y aurait eu même plus de restitution par un engrais vert cette année-là que par des engrais en bouchon. Si on revient sur la composition des mélanges, Ouais. sans qu'il y ait une recette bien sûr, mais quelles sont un peu les grandes règles à respecter Alors c'est toujours pareil, il faut partir. en fonction des objectifs. Voilà. C'est pas. Souvent les gens ils veulent faire l'inverse, c'est-à-dire il y a une méthode ou une recette et non. Voilà, je peux vous donner un exemple. Cette année j'étais sur 80 kg de févrole, 15 de gesse et 5 de moutarde. Un rang sur 2, donc il faut multiplier par 3 pour avoir la dose en plein. Ça c'était la dose que j'ai appliquée, un rang sur 2, donc il y a une belle densité de févrole, il y en a peut-être un petit peu trop. Et puis selon les terrains, il y a la moutarde qui a pris le dessus, plus ou moins, selon j'imagine ce qu'il y a dessous, quoi. Ça ne se comporte pas dans toutes les parcelles pareil, c'est pas régulier. Vous voyez là par exemple, il y a le cas d'un vigneron, c'est une parcelle en sol sableux, sensible à l'érosion, sur des vignes qui étaient déjà pour le vigneron suffisamment vigoureuses. On est arrivé à ce type de proposition. Donc moi les doses, c'est toujours des doses à l'hectare en plein, donc pour 10 000 m². Après c'est juste la répartition du semis qui est différente, mais la densité sera la même. Donc vous voyez, pour limiter l'érosion, on a plutôt mis une dose majoritaire de céréales, l'orge et l'avoine, qui vont permettre avec leur système ramifié de mieux tenir le sol. On a mis des légumineuses, ça c'est pour les équilibres, mais on les a mis dans des proportions, on va dire, plutôt faibles. Et on a équilibré le tout avec un petit peu de radis, histoire d'amener une crucifère pour avoir une diversité des espèces. Ça a été dit ce matin aussi par la personne de l'INRA, mais moi au départ, pareil, je fais comme tout le monde, je commençais par des cultures pures et je me suis aperçu avec l'expérience que plus je complexifiais mes mélanges, plus j'avais de résultats, et ça se traduisait notamment dans les pesées de biomasse, par exemple, que je vous ai fait voir avec Merci. Donc j'ai des collègues qui, eux, veulent toujours rester en culture pure ou en culture binaire, c'est-à-dire en général une céréale et une légumineuse. Et j'arrive à faire le double de restitution que... Et vous semez tout en même temps? Ouais, Et ça pose aucun problème. Ça aussi, c'est souvent un point de blocage pour les agriculteurs. Et paradoxalement, plus le mélange est complexe, mieux ça se sème. Plus il se tient. Ouais. ça se trie moins. Oui, voilà. C'est pas des tailles, des formes, des densités différentes. Ouais. Là, en gros, ça se trie le moins possible dans une prime. Si vous mettez, je sais pas. Févrole, moutarde, par exemple, là vous êtes sûr que c'est une catastrophe. Si vous avez une très grosse graine, une tête d'épingle. Mais là vous avez des petites graines, des grosses graines, des graines rondes, des graines ovales. Et moi, je pourrais faire des photos après de ce qu'on fait, mais je me suis jamais retrouvé avec 50 mètres de févrole, 5 mètres de moutarde et 100 mètres de céréales. Quoi. Et comment sont les distributions sur les semoirs qui réalisent ces semis? Alors moi je travaille, j'ai beaucoup travaillé, tu l'as dit tout à l'heure aussi Eric, c'est le point de blocage pour les vignerons, c'était souvent le matériel. Et actuellement on est rendu à une aberration, c'est-à-dire qu'on propose aux vignerons des semoirs qui vont entre 8 000 et 45 000 euros. Pour un semoir, moi en Dordogne, j'ai beaucoup travaillé l'auto-adaptation. Maintenant depuis 3 ans on travaille avec l'atelier paysan aussi sur l'auto-construction. Je sors pas, les semoirs les plus chers qu'on sort, ils sont à 3 000 euros. Après, c'est le point tout bête, la distribution, est-ce que c'est des ergots, c'est des cannelures? Alors, en général, très souvent on utilise des deux limbes. Ouais. Okay. Voilà, c'est rapport qualité-prix, c'est quand même ce qu'il y a de mieux actuellement. Et après, sinon, je fais du recyclage d'anciens matériels céréaliers qui est plus au bout du jour. Ouais. Donc soit on les redécoupe, soit on les fait pivoter. Là
a fait une formation en Champagne où on a pris un génoté de 3 mètres et on l'a mis sur un enjambeur, donc il sème 2 rangs. Vous voyez, on peut, ça l'avantage de l'auto-adaptation, c'est qu'on peut... et donc là, pour vous donner un autre exemple, là, voilà, sur 2 mélanges, j'étais sur un sol argilo-calcaire, où là, au contraire, le vigneron, lui, trouvait qu'il n'était pas satisfait de la vigueur de ses vignes. Donc vous voyez qu'on a à peu près les mêmes espèces, quelque chose près que sur le mélange précédent. Par contre, ce qu'on a fait varier, ça va être les proportions de chaque famille dedans. On a, pour le coup, là, on a plus de légumineuses et plus de crucifères qui vont aussi piéger de l'azote. Une question, est-ce que vous avez un ordre de grandeur sur le prix de, par exemple, le mélange Ouais. ici, parce que quand je vois ça tombe bien, c'est la diapo d'après. Comme ça, j'ai pas à chercher. C'est bien de l'avoir posé à ce moment-là. Donc, au niveau des idées reçues, justement, voilà, c'est l'engrais vert, ça coûte cher. Et ça, je suis pas d'accord non plus. Donc moi, j'ai pris l'exemple de 2 mélanges. Donc, alors moi, je travaille qu'avec des agriculteurs bio, hein, donc j'ai pris que des semences certifiées bio. Et j'ai pris un exemple avec si j'achète tout en semences certifiées bio, d'accord. Et un autre cas où j'achète au maximum ce que je peux en grains de consommation. Donc on évitera de dire semences fermières pour avoir des envies avec le GNIS, on dira grains de consommation, on en fait ce qu'on veut. Et quand je ne trouve pas ce que je veux en grains de consommation, je complète avec des semences certifiées semences. Donc vous voyez, sur un mélange, j'ai pris un mélange à 7 espèces, donc on est déjà sur un mélange, donc TI par exemple pour l'abréviation, c'est trèfle incarnat et moutarde blanche. Donc ce mélange-là, pour 10 000 m², je suis à 631 € de l'hectare, d'accord. Si je fais exactement le même mélange, aux mêmes doses, mais en essayant de m'approvisionner un maximum en grains de consommation, je descends à 195 € pour 10 000 m². Si on prend le cas de la Dordogne, dans des vignes à 2 mètres, se met un rang sur 2, où en gros on va semer à peu près 3750 m² sur un hectare de vigne. Dans le premier cas, je serai aux alentours de 290 € de la parcelle de vigne. De l'autre côté, je serai à 73 € de la parcelle de vigne. Donc un engrais vert, ça ne doit pas coûter cher. Par contre, là aussi, il faut de l'organisation, voilà, surtout si vous êtes... nous en Dordogne, par exemple, on a monté, en plus du groupe Ecophyto, on a également un GI2E, donc c'est le groupement d'intérêt économique et environnemental qui est couvert et engrais vert. Et justement, on a travaillé sur 2 axes majeurs, c'est-à-dire le premier axe, c'était le matériel, donc notamment l'autoconstruction de matériel. Et le deuxième axe, c'était les semences. Et avec 2 branches, on va dire, si on veut, dans cet axe, où il y avait un premier axe qui était le plus facile, rapide à mettre en œuvre, c'était l'achat groupé de semences. Donc cette année, il y a 70 vignerons adhérents dans le GI2E, il y en a 40 qui ont passé commande de graines via le GI2E, et ce qui représentait un volume de 36 tonnes de semences. Donc déjà, on peut commencer à négocier des tarifs intéressants pour les agriculteurs. Et l'autre axe qu'on commence à développer, là ça va être un peu plus long, mais on y arrivera, c'est c'est d'arriver à l'autoproduction de semences bio et locales par les agriculteurs de Dordogne. Parce que pareil, comme ça a été dit, pour le lin qui vient d'Angleterre, les lentilles du Canada, c'est pareil. Nous en Dordogne, on a un département où on peut produire à peu près ce qu'on veut. C'est plus intéressant d'avoir des semences qui viennent de nos territoires. Le potentiel d'éléments minéraux. Donc si on veut aller un peu plus loin, voilà, c'est un petit calcul que j'ai fait, donc c'est à titre indicatif. Mais ça veut dire que simplement, j'ai pris les restitutions d'un engrais vert moyen. Je n'ai pas pris le plus nul, je n'ai pas pris le plus élevé, j'ai pris quelque chose qu'on fait facilement sans problème chez nous. Ça veut dire que si le vigneron il avait voulu apporter par l'engrais organique ce qui a été restitué par l'engrais vert, déjà il aurait fallu qu'il dépense l'équivalent quasiment de 387 € en achat d'engrais. Et dans ce petit calcul économique, bien entendu, je ne prends pas en compte les effets sur la structure du sol, les effets sur la vie du sol, au niveau des bactéries et des champignons,
et je ne prends pas en compte non plus la limitation de l'érosion, chose que l'engrais, pour le coup, n'a que pas ou très peu d'effet sur ces 3 points-là, par exemple. Et sur le matériel, je ne sais pas si j'en ai là. Oui, voilà, je peux vous faire voir. Donc, je sais pas, voilà, un semoir comme ça, ça vaut rien, quoi. Et c'est tout. Voilà, c'est vraiment, je voulais pas être vite, hein, je vous explique pas forcément, c'est juste pour vous montrer que, avec un peu d'idée de la récup, et pour vous montrer aussi s'il y a vraiment des gens qui à un moment veulent s'essayer à la méthode mais qui peuvent pas ou qui veulent pas investir au début. Alors ça je peux pas faire moins cher comme semoir à part semer à la main, mais c'est plus un semoir. Donc là c'est un Vicon récupéré avec 2 piquets fer qui étaient un peu tordus sur le domaine. Après, oui, c'est pas grave. On recycle même les sacs de semences. C'était un mélange, alors c'est pas aussi complexe que je l'ai planté tout à l'heure, mais on est déjà sur un mélange à 3 espèces, avec une orge, un trèfle incarnat et une vesse, d'accord? Et ça donne ça. Donc, je trouve que entre le rapport, on va dire, investissement-résultat, est quand même plutôt satisfaisant. Avec un petit peu de griffon derrière, peut-être? Alors, c'est la seule contrainte par rapport aux autres semoirs que je vous ai fait voir avant, c'est que quand vous faites ça, normalement on essaye de tout faire en un passage, c'est-à-dire on travaille le sol, on sème et on roule en un seul passage. Là, évidemment, quand il y a des avantages, il y a toujours des inconvénients. Donc là, l'avantage, c'est que ça coûte pas cher, c'est facile à mettre en œuvre. L'inconvénient, c'est qu'il faudra un passage pour préparer le sol, un passage pour semer et un passage pour rouler. Mais je veux dire, quelqu'un qui a 2 hectares de vigne ou 5 hectares, ou quelqu'un qui a 70 hectares mais qui veut s'essayer à la méthode, c'est-à-dire voir si ça lui plaît, si ça marche chez lui, avant d'investir dans de fabriquer un semoir plus performant, il peut très bien s'essayer avec ce genre de technique, voir si ça va dans une direction qui lui plaît, et dans ce cas-là, après, de s'équiper un petit peu mieux. Mais le roulage suffit derrière le semis? Ouais. Alors, souvent les gens, c'est une notion qui négligent, on va dire. Souvent, justement, tout à l'heure, les gens ils vont plus se poser des questions sur la profondeur du semis, par exemple, parce qu'ils l'ont lu chez des céramiques, une févrole, ça se met à 6 cm, qu'un blé, ça se met à 3-4 cm, une hiver, ça se met à 0,2 cm. Et ça, moi je sème tout entre 2 et 4 cm et tout germe correctement. La févrole germe au milieu du hangar quasiment. Ouais. Un peu d'humidité. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que la févrole, c'est une très grosse graine, donc il y a énormément de réserve, donc pour peu qu'il y ait de l'eau, à partir de là, ça suffit. Il faut pas qu'il gèle par contre. Alors ça dépend. Par contre, s'il faut, par rapport au risque de gel, c'est une autre erreur, chez les vignerons, c'est de vouloir semer trop tôt. Le vigneron, il aimerait bien semer en août parce que comme s'il n'a pas grand chose à faire à ce moment-là avant les vendanges, ça l'arrange. Et moi, chez moi, j'essaye de travailler avec les vignerons pour pas qu'ils sèment avant le 15 septembre et si possible pas après le 30 octobre. C'est effectivement si on sème trop tôt, si on a un automne doux, on va pouvoir se retrouver avec des plantes déjà très évoluées à l'entrée de l'hiver. Et là, si on a une semaine de gel, autant au stade plantule, elle résiste bien au gel. Par contre, si elle est trop développée, elle va geler. Il n'y a pas le problème des vendanges, de semer avant les vendanges? Bah justement, on sème plutôt après vendange. Après vendange. Et après, il y a des fois où on est obligé de faire des choses. Nous, par exemple, en Dordogne, on a des vignes qui servent à faire du liquoreux, donc le Montbazillac est le plus connu et le Saussignac.
si vous ne connaissez pas à côté, c'est très bon aussi, vous verrez. Donc ces parcelles-là, par exemple, il faudra faire le choix de semer avant vendange. Parce que chez nous, les vendanges de liquoreux peuvent se terminer fin novembre. Donc si on attend la fin des vendanges pour faire des engrais verts sur ces parcelles-là, bon bah c'est clair, jamais on en fera, quoi. Oui, mais après, vous êtes en manège manuel Ouais. et on n'abîme pas les sols. Donc, quand on est en manège mécanique partout, Alors je peux vous c'est faire embêtant de voir, consommer. tout à l'heure on a vu quelques engrais verts chez Eric, mais voilà, ça c'est des engrais verts, donc c'est chez des vignerons avec qui je travaille, sur des mélanges au minimum entre 3 et 12 espèces. Donc voilà, ça c'est des engrais verts réussis pour moi. Là on est sur une plante. Et des jeunes vignes, même sur des plantons. Ouais, au contraire, c'est super important de faire les plantiers, parce que moi, alors je fais pas, tout à l'heure on distinguait couvert et engrais vert. Moi je fais pas sur des plantes, je fais pas d'enherbement les 3 premières années. On travaille les sols pour obliger le système racinaire de la vigne à descendre. Mais par contre, l'hiver, on protège tous les rangs, on sème des engrais verts. Comment vous gérez Et la plantation. Ouais. Le cavaillon? L'hiver qui suit, enfin l'automne qui suit Ouais. la plantation des margueules. Alors nous les cavaillons, peut-être pour toi Eric. Le cavaillon, c'est géré mécaniquement, quoi. Sur la partie bio, et puis la partie conventionnelle avec un petit peu de glyphosate. Et ça se gère très bien. Vous avez jamais essayé l'enherbement du cavaillon? J'ai pas essayé, non. J'ai du mal à faire pousser chez moi. Il y a un mélange qui serait intéressant de trèfle, qui se ressème tout seul, donc on le sème une fois, on est tranquille pour a priori 3 ans. Et chez moi, le sol ne doit pas y plaire, j'y arrive pas. Mais sinon, j'aurais essayé de laisser gagner ça Je sous vous le. rassure, nous non plus, on a rien. D'accord. Non, Et mais après, c'est très... Il y a un collègue qui l'a réussi, il a laissé gagner dessous. Et il a rien fait du tout, quoi. Après c'est embêtant sur des merlots où il y a beaucoup de pampres, mais sur un grenache c'est pas gênant, ça a fonctionné chez le collègue, mais pas chez moi. Il y a beaucoup de problèmes avec l'enherbement. C'est pas les mêmes sols, déjà, c'est des sols un peu plus sableux. sur le chez choix eux. des espèces. Oui. Donc, pour moi il y a un très gros ça a travail super qui bien n'a pas marché, été c'est fait en magnifique. part, c'est en fonction des conditions pédoclimatiques, en fonction du porte-vache. C'est souvent pareil, on parle cépage et sol. On oublie juste ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire le porte-vache, donc c'est quand même lui qui fait l'interface entre le sol et le cépage. Et en plus, il y a également les problèmes de pouvoir semer sous le rang dans de bonnes conditions, c'est-à-dire d'avoir une terre, là on est sur des toutes petites graines, donc ça veut dire avoir une terre suffisamment fine et moteuse, de localiser la graine au bon endroit. Et tout à l'heure on parlait de l'importance de rouler. Bon, bah, là, rouler en système intercept, c'est pas forcément pratique. Ce trèfle-là qui a envahi toute la rangée, le bonhomme étant bio, il n'a plus du tout travaillé ni le cavaillon, ni rien du tout. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais c'est... Et pour l'instant, on a des gros problèmes de concurrence aussi. C'est-à-dire sur certaines parcelles très vigoureuses, faire de l'enherbement sous le rang, c'est possible parce qu'il y a suffisamment de vigueur pour qu'on maintienne les rendements satisfaisants pour le vignon. Comme normalement la vigne, on plantait ça plutôt dans des zones où on ne pouvait pas faire autre chose, donc avec un potentiel agronomique plutôt bas, ça peut être très risqué aussi en termes de vigueur. Et ça peut aller très très vite. Il y a eu des essais qui ont été faits par la TV 49, justement d'enherbement sous le rang. Ils ont également fait des essais d'enherbement total, donc interrang plus dessous le rang. Donc il y avait 2 parties dans l'essai. La partie enherbement total, ils l'ont abandonnée au bout de 2 ans, dès la 2e année, parce que la vigne, elle avait pris une claque. Les bois de taille, ils faisaient la moitié de mon petit doigt. Donc voilà, là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous, à Agromio, j'ai essayé de faire des plateformes l'an dernier, mais ça n'a pas pris. Et là, cette année, on a lancé 7 plateformes avec différentes modalités, justement pour voir si on arrive à trouver des choses satisfaisantes, parce qu'il faut que ce soit satisfaisant à la fois dans la pérennité, parce que comme c'est qu'on a dit c'est compliqué à semer, s'il faut le refaire tous les 2 ans, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que ce soit peu ou pas concurrentiel, et ça pour l'instant on n'a pas trouvé le mouton à 5 pèses.
Et est-ce qu'il vaut mieux avoir le même couvert tous les ans ou est-ce qu'il vaut mieux justement changer dans le milieu de Alors, si vous faites des cultures pures, oui, il vaut mieux faire une rotation, même en vigne. Moi, comme je dis, je ne suis pas très fervent des cultures pures. Je trouve ça en termes de résultats. Vous avez les mêmes contraintes de semis, de destruction et tout ça, mais le résultat agronomique est moindre que dans les mélanges. Donc, autant faire des mélanges. Et du coup, moi, comme vous avez vu sur des mélanges à 6, 8, 9 espèces, non, il n'y a pas besoin de changer. Du moment que les besoins de l'agriculteur n'ont pas changé. Si par exemple, je travaille avec un agriculteur, au départ, il me dit je veux de la vigueur, on va faire un mélange plutôt à dominante légumineuse crucifère. Si au bout de 3-4 ans, il me dit ah bah tiens, sur cette parcelle-là, on cherchait de la vigueur, ça y est, je suis arrivé à un équilibre qui me convient. Je me disais tout à l'heure, on va peut-être garder même les mêmes espèces qu'il y avait avant, simplement on va revoir les doses de chaque espèce pour amener moins d'azote par exemple, et quand même avoir l'effet sur la biodiversité. Donc si vous travaillez avec des mélanges complexes, non, vous n'avez pas besoin... Voilà, et ça s'équilibre tout seul et il n'y a jamais de maladie. Alors que par exemple, moi j'ai des collègues qui faisaient par exemple des févroles purs des fois. Au bout d'un moment, les févroles elles sont bouffées par l'anthracnose ou par d'autres maladies. Alors que moi dans mes mélanges complexes, en 20 ans, ça m'est jamais arrivé. Et une question, on a l'impact par exemple sur la structure du sol moi alors c'est le premier point, on va dire que c'est le premier retour que j'ai des vignerons. Si on sème à l'automne, ils le détruisent au printemps, mais ils vendangent que 6 mois après. Et ça c'est systématique, tous les gens avec qui j'ai travaillé, c'est quand ils reprennent leur sol au mois de mai, c'est Eric, qu'est-ce que mes sols ils sont faciles à travailler. Même quand c'est une année pourrie par exemple, où ça aurait dû être plus difficile que les années précédentes où il n'y avait pas l'engrais vert, même dans des conditions difficiles, les vignerons ont toujours... je sais pas, tu peux peut-être... Oui, c'est exactement ça. Sauf, après moi, pour l'objectif que je voulais atteindre, c'était de ne plus travailler du tout. Donc après, il n'y a pas de... la structure s'améliore quand même, mais... voilà, on le mesure moins. Et sur l'importance en vendange? Sur l'importance en vendange, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de souci, parce que le sol, il devient, comme je ne sais plus si c'est là que je le disais, mais il devient petit à petit éponge, donc ça, même si on le contacte un petit peu, après avec toute la matière organique qui est à l'intérieur, il va reprendre à peu près sa forme. Mais on a intérêt à travailler les sols, alors, le problème de l'agriculture, c'est que souvent, en agriculture, on réagit par opposition. Donc, parce qu'on a eu du matériel surpuissant avec des grosses charrues, on a fait des labours à 60 cm, donc c'est une aberration. Mais du coup, on a voulu aller vers les TSL, techniques sans labour. Je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure solution. De la même façon que, là on parlait d'engrais vert, mais quand je travaille les enherbements, les couverts végétaux en vigne par exemple, en vigne, il y a ce que j'appelle le syndrome gazon. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des grines de golf, donc il n'y a aucune diversité, il n'y a rien du tout. Et on est arrivé toujours par opposition, par exemple, au rouleau fracas, où on ne tombe plus du tout. Moi, ça fait 15 ans que, justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'avoir eu l'opportunité de pouvoir travailler avec des éleveurs, avec d'autres types d'agriculteurs, moi j'ai beaucoup travaillé sur les hauteurs de coupe et les rythmes de tonte. C'est-à-dire, on ne tombe jamais en dessous de 8-10 cm de hauteur, et on s'arrange une fois dans l'année pour laisser épier les plantes. Et par exemple, des vignerons avec qui je travaillais, qui j'ai passé en bio, qui avant la conversion faisaient 3 à 6 passages de gyrobroyeur. En mettant en place ces deux techniques, on peut descendre à 1 à 3 passages par an. Donc moi, que ce soit le semi-direct, le travail du sol, il faut avant tout, on en revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est quels sont les objectifs du vigneron. Un vigneron qui a déjà des parcelles à l'équilibre, où il est satisfait de la vigueur de ses vignes, il est satisfait de la qualité de ses vins, pour moi il peut très bien faire du semi-direct, ne plus faire du travail du sol, et ça se passera très bien parce qu'il est dans l'entretien, on va dire. Un autre vigneron qui lui a des problèmes de vigueur, qui a d'autres soucis à résoudre parce qu'il part d'une situation beaucoup plus dégradée, je pense que c'est pas nocif de travailler le sol. Et là aussi, c'est pas
il y a travailler le sol certes, mais il y a comment on le travaille aussi. Donc on peut aussi éviter d'avoir des herses rotatives, on peut éviter d'avoir des rotavateurs, on peut travailler plutôt avec des outils à dents légers. Là par exemple on a travaillé sur un outil au printemps, cet hiver là. Donc ça s'appelle, c'est inspiré d'un outil australien qui s'appelle le Regenerator. Donc c'est un outil à dents, mais avec des dents qui sont très avancées par rapport au point de fixation, sur le principe de l'arrêt égyptienne en fait. Et donc on arrive à travailler les sols, mais sans avoir d'agressivité pour le sol. C'est-à-dire on le travaille, mais en respectant au mieux sa structure. Il n'y a pas de retournement. Ouais, il n'y a pas de retournement. Et après, il faut aussi, enfin, moi je veux bien qu'on ne travaille pas les sols aussi, mais il faut savoir sur quel type de sol on est. C'est-à-dire quelqu'un qui est sur des argilo-calcaires, c'est la Rolls-Royce pour moi des sols, si c'est des sols qui ont une capacité propre à se régénérer, ça sera très facile de limiter le travail du sol, voire de l'arrêter. Si vous êtes sur des limons ou des limons argileux, des sols qui n'ont pas de structure propre et où leur genèse c'est le compactage, si à un moment vous ne les travaillez pas, ça devient une base de béton, quoi. Et est-ce que justement les couverts, on peut pas trouver des espèces qui peuvent, entre guillemets, faire le travail de la dame? Alors, tu parles de décompactage, j'imagine. Partisan du moindre effort. Ouais. Et ma devise à moi, c'est soyons intelligemment feignants. C'est ça. Vous êtes fait pour vous rencontrer. Et donc, si les plantes ne peuvent pas faire ça. Alors, il y a la notion de structuration du sol. D'aération naturelle. Donc là, tu vas avoir tous les systèmes ramifiés des céréales qui sont intéressants. Les radis ou les trucs comme ça aussi, ça. Alors non, le radis, justement, sur le côté structuration, le radis, il n'a pas d'effet. Ouais, mais c'est un gros pivot. Ça fait un gros pivot. Par contre, ça fait de gros trous dans le sol. Ouais. Quand il disparaît. Mais après, voilà, donc ça c'est les trois principaux types de systèmes racinaires, donc traçant, mixte et pivotant. Donc l'intérêt aussi des mélanges par exemple, c'est que si on n'a qu'une seule espèce, si je prends un même volume de sol, j'explore ce volume de sol de la même façon. Donc suivant les systèmes racinaires, vous voyez, c'est un système traçant. Il y a une grosse partie du sol que j'utilise pas du tout en fait. Si j'ai des systèmes mixtes, c'est un peu mieux. Mais l'idéal en fait, c'est justement d'avoir des mélanges complexes parce que je vais avoir une diversité des systèmes racinaires importante et j'aurai un meilleur effet restructurant sur le sol. Ça c'est pour la partie structuration. Et par rapport, je pense que la question c'est surtout par rapport au décompactage des sols. Alors là aussi je vais casser peut-être quelques idées, mais pour qu'une racine d'une plante puisse jouer un rôle de décompactage, il faut que le sol soit fissuré. S'il n'y a plus de fissures, parce que c'est en explorant les fissures que la racine va réaliser le travail de décompactage. Si vous avez une semelle de labour, avec une zone par exemple tassée et non fissurée, bah vous pouvez mettre n'importe quelle plante, quand elle va arriver à la zone compactée, elle va pivoter la racine, mais à gauche ou à droite, parce qu'elle ne peut pas descendre. Donc là aussi c'est l'observation, c'est-à-dire si votre sol est suffisamment aéré, fissuré, vous pouvez jouer sur voilà, le choix des espèces, le radis, d'autres des facélies, pour aller explorer le sol, ou des gestes qui peuvent descendre très profondément aussi. Mais si vous avez une parcelle où il y a eu un compactage dû à la machine à vendanger ou parce que vous avez créé une semelle de labour, dans ce cas-là, il faudra d'abord réaliser un décompactage en été, avant le semis, pour que, au moment du semis, les racines de vos plantes puissent explorer les fissures que vous avez recréées et décompacter le sol. Moi je dis souvent, par exemple souvent je dis aux gens que les légumineuses c'est pas une famille de plantes avec des robinets ou des racines qui envoient de l'azote dans le sol, c'est une symbiose et c'est la plante qui est enrichie en azote et c'est quand on détruit la plante qu'on enrichit le sol en azote. Mais la légumineuse elle n'enrichit pas le sol en azote. De la même façon que pour les radis ou les machins, au bout des racines il n'y a pas un marteau-piqueur qui perce la zone compactée ou la roche-mère. Même une racine, elle peut aller fissurer une roche-mère ou créer du sol à partir d'une roche-mère. Mais il faut que dans cette roche-mère, il y ait une fissure que la racine puisse exploiter.
pose la question. J'ai commencé les couverts en vigne depuis sa deuxième année. Et pour les questions de simplicité, je fais ça aussi sur du maïs, je suis parti sur des fèves-rolls purs. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire. Ce que vous déconseillez plutôt. Voilà, on est en démocratie. Ce que vous déconseillez, mais après, moi, j'ai pas de truc, j'écoute, je commence et je me suis rendu compte qu'il faut essayer. On a eu un hiver très pluvieux, 2018, que j'ai très pluvieux, il est tombé 600 mm en 4 mois. J'ai procédé au drainage d'une parcelle à côté parce que c'était une zone très humide avec il y a une couche de grès, c'est une couche d'allios imperméable. Donc en cassant cette allios, on arrive à drainer le sol et à empêcher la flotte de rester dans ces sols. Et j'avais un drain à reprendre qui était dans une parcelle de vignes à côté. Des vignes qui ont 15 ans, qui sont travaillées au rotavator un sur deux, désherbées, vendangées à la machine. Et en général, c'est une parcelle que je vendange tard. Donc, plus on vendange tard, quand je dis tard, c'est plutôt mi ou fin octobre. Les sols sont toujours plus humides à cette époque-là parce qu'il a plu. Donc, a priori, la machine à vendanger n'y a pas fait de bien depuis 15 ans. Et j'avais semé, on a cherché à la pelle mécanique un collecteur qui était pas loin. Sauf qu'on ne l'a pas cherché au bon endroit, on ne l'a pas trouvé. Et parce qu'il était vraiment plus loin. Et donc on a fait une fosse. Et donc j'avais des fèves-rolls qui étaient de faire une petite quinzaine de centimètres. Et bien à 80 cm, là où on pensait trouver le collecteur, j'ai trouvé des racines de fèves-rolls. Donc moi j'ai été surpris parce que juste sur la trace de la roue de la machine à vendanger et les terres que ce sont des goulbènes, des limons sableux qui se mettent comme du béton. Alors que j'avais préparé pour semer, juste la rotative et semer quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut bien observer avant, parce que justement, des fois on pourrait se dire tiens c'est pas compacté alors qu'en fait ça l'est. Mais ça peut arriver à la preuve. Moi, je pense tu peux avoir le sentiment que ça allait être très dégradé ouais. Et qu'en fait le sol était quand même encore dans un état correct vu qu'il a permis à la fève-roll de s'enraciner profondément. Il faut regarder avant certainement. C'est ça aussi, c'est mais moi c'est vraiment fondamental. Quand on voit, je pense qu'on voit des couverts, comme tu as montré tout à l'heure, magnifiques, à mon avis dessous ça se passe pas trop mal. Quoi. Sinon. Si la fève-roll au printemps elle est comme ça, c'est qu'il y a un souci, mais quand c'est joli, elle a bien dû trouver ça. Moi, c'est le mois de février quand elle était comme ça. Oui. Mais si après vos fève-roll au printemps sont magnifiques, c'est que ça va pas trop mal dessous. Quoi. Le fait d'avoir des couverts hauts, est-ce que ça ne gêne pas pour le travail manuel, notamment de la taille? Il faut marcher dans des. C'est un peu plus humide quand c'est humide, quoi. Et notamment quand on commence les traitements. Pas comment vous traitez. Alors moi je traite par le dessus, ça me gêne pas. Mais il y a de plus en plus de face par face. Ouais, non là ça gêne. Avec des palmiers, enfin un collègue qui fait quelques couverts avec une. Ça risque de. Ah ouais, mais c'est ce que par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, c'est alors sauf si le vigneron il veut vraiment aller, par exemple parce qu'il veut faire du roulage, des choses comme ça, on est obligé d'aller laisser des couverts plus longtemps. Mais sinon, oui, là. Ça impose de défaire avant, oui. Et moi, peut-être de faucher, comme vous dites, à 10 cm. Donc, ça, c'est toujours pareil, ça va dépendre de l'année. Par exemple, l'année dernière, on a eu un printemps plutôt sec au départ. On a pu laisser les engrais verts jusqu'à fin avril parce que. Il n'y avait pas de risque de pluie, pas de risque de gel, donc pas de pluie, ça veut dire aussi pas de nécessité à protéger les vignes contre les maladies. Et je vous disais par exemple au contraire, en 2008, on a détruit beaucoup plus tôt à cause du mildiou. En 2017, on a détruit beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait voulu parce qu'il y avait ce risque de gel qui a fait du mal. Voilà. Et après, ça dépend, sur le gel par exemple, ça dépend comment sont faits les engrais verts. Par exemple, dans ce que fait Eric, si vous avez un engrais vert un rang sur deux, là vous allez accroître les risques de gel. Mais des engrais verts très développés, quand on dit très développés, c'est 1,80 m, 2 m dans des vignes, vous avez l'effet inverse, ça isole si c'est tous les rangs. Parce que la vigne est enfermée et le point de gel il fait toujours à l'horizon des couverts. Donc si la vigne elle est là et que le couvert il est là, si c'est avec les engrais verts des deux côtés, ouais, ça isole.
Alors, quelle est l'explication si c'est enherbé qu'un rang sur... Enfin, oui, si un couvert qu'un rang sur deux, pourquoi il y a plus de forts risques de gel? Parce que c'est à cause, ça gêne la circulation de l'air. Donc dans la majorité, alors il y a toujours des exceptions, mais dans une très large majorité des cas, le gel, c'est avant tout dû à des mauvaises circulations des masses d'air. C'est un rang où c'est au ras du sol, un rang où c'est en haut des couverts. Quand c'est au ras du sol, ça gère. Et voilà, on parlait des racines, on peut regarder. Vous voyez, ça par exemple, c'est une photo que j'ai prise sur le rang d'angle vert, et juste après qu'on ait fait les pesées de Merci, où je vous ai dit on arrache les plantes. Vous voyez, là il n'y a pas 1 cm carré de sol qui n'est pas colonisé par les racines des engrais verts. Est-ce que vous avez fait des analyses de sol pour justement voir un peu le taux de microorganisation, voir un peu l'effet au niveau de la faune du sol? Non, parce que j'ai pas de budget en fait. Si vous avez un plan, vous trouvez un partenariat, une subvention, je serais ravi d'en faire. Et en termes d'impact sur la régulation naturelle des ravageurs, du coup, plutôt la biodiversité aérienne, est-ce qu'au niveau de la protection des cultures, justement, vous voyez un effet indirect Moi, j'ai la chance d'être dans un secteur où on n'a pas de... Ouais, on n'a pas de bestioles. Bon, on a du milieu et de l'oïdium comme tout le monde, mais on n'a pas ni vers de grappe, on ne traite pas on ne fait pas du tout d'insecticides. Non, puis ça aura peu d'impact à ce niveau-là, parce qu'on entretient la biodiversité générale. Mais l'engrais vert il sera toujours détruit avant qu'arrivent les eudémis ou les cicadelles par exemple. Et c'est là aussi l'intérêt d'avoir par exemple des rangs enherbés et un rang avec l'engrais vert, parce que même si on détruit le rang avec l'engrais vert, si justement dans le rang enherbé on peut garder une biodiversité plus longtemps dans l'année et attirer des auxiliaires à des moments où les ravageurs de la vigne vont apparaître. Et il y a aussi l'environnement extérieur des parcelles. Donc moi j'essaye à la fois de travailler la biodiversité dans les intraparcellaires et aussi la biodiversité à proximité des parcelles. Là, on parlait des légumineuses, donc ça c'est une photo de nodosité. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais alors, je l'ai coupée en deux. Elle a une teinte légèrement rosée. Donc ça veut dire que la nodosité est active, donc il y a une symbiose entre la plante et le rhizobium. Et si vous coupez une nodosité et qu'elle est blanche, ça veut dire que la plante elle vit soit sur les réserves de la graine, soit sur ce qu'elle absorbe de ses racines, mais que la symbiose n'est pas encore faite. Vous parliez de la biodiversité, donc vous encouragez vivement à augmenter les haies. Ouais. Les aménagements, la gestion des abords aussi, parce que sans forcément des fois faire des installations, par exemple, on a ce qu'on appelle les tournières, c'est-à-dire au bout du rang où les gens tournent en tracteur. Quand les gens ils tournent la vigne, font des allers-retours, puis à la fin ils font les tournières, ils retombent. Donc ça sert strictement à rien par exemple. C'est une dépense de main d'œuvre, c'est une dépense de gasoil. Alors que si vous laissez ces bandes-là d'herbe, eh ben, ça crée des zones, des réservoirs écologiques qui permettent la recolonisation de vos vignes. C'est une technique qui est très simple à mettre en œuvre, mais le plus dur pour le vigneron, c'est l'aspect psychologique et le regard de ses voisins sur le travail qu'on fait. Vous avez enlevé qu'il faut absolument. De façon à salir les radiateurs. Voilà une autre nodosité. Et il y avait une photo là que je voulais vous faire voir. Donc, vous voyez, c'est pourtant, voilà, c'est un pivot, mais c'est pas parce que vous mettez un pivot, parce que là, alors là, c'était pas, c'était sur un plateau argilo-calcaire superficiel, donc en fait, c'est que dessous, là, sur cette parcelle-là, il y a une roche mère fissurée, qui est à 15 cm. Donc là, par la dynamite, il n'y a pas beaucoup de moyens de faire des fissures, mais voilà, c'est pour vous montrer que c'est pas parce que vous mettez des plantes avec des plantes à pivot dans une parcelle que ça va forcément avoir un rôle de décompactage. Est-ce qu'il y a des politiques publiques qui sont gênantes pour vos systèmes ou des modifications des politiques publiques qui pourraient aider à favoriser ce système-là? Alors, sur la biodiversité, sur les choses comme ça, alors c'est moins pour les engrais verts que pour les couverts végétaux par exemple. Et il y a le fait que normalement, quand on fait des insecticides, il faut qu'il n'y ait plus de plantes à fleurs.
bon, on ne peut pas faire de l'agroécologie avec ce genre de réglementation, par exemple. Sinon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on fait de l'engazonnement, c'est-à-dire on met une monoculture de graminées dans une monoculture de vigne. Pour les engrais verts, on a peu de contraintes, on a plutôt des avantages. La seule chose qui pourrait poser problème, c'est éventuellement s'il y avait des lois qui se développaient par rapport à la gestion de l'eau et des nitrates qui ne soient pas adaptées à la vigne. Parce que souvent on récupère les lois qui ont été faites pour les grandes cultures et où les problématiques en vigne ne sont pas du tout les mêmes. Parce que quand on parle d'engrais verts aussi, on parle souvent, donc c'est un petit biais dans le terme, c'est-à-dire engrais vert, c'est toujours la notion qu'on va fertiliser ou amener de la vigueur ou des choses comme ça. Moi j'essaye beaucoup de travailler avec les gens aussi pour expliquer que les engrais verts, c'est avant tout un moyen de limiter les pertes de fertilité. Si vous avez un sol nu, si l'automne est doux, votre sol il va minéraliser de la matière organique, il va produire de l'azote, vu qu'il y a la vigne est au repos et qu'il n'y a pas de plantes pour l'utiliser. Cet azote-là, par exemple, elle va finir dans les eaux de ruissellement, dans la rivière ou dans les nappes. Alors que même si je mets pas ou peu de légumineuses, par exemple, parce que j'ai ma vigne qui est déjà vigoureuse, mais si j'ai mis une dominante de céréales et de crucifères, je vais limiter les pertes de fertilité et tout ce qu'on a évité de perdre, et ben l'agriculteur il n'a pas à le racheter. Et après, un autre point qui pourrait poser problème dans les politiques publiques, ça serait les législations sur les semences. Donc justement, comme je disais tout à l'heure, on essaye de travailler sur les semences fermières. On n'a pas le droit d'utiliser ce terme. Je parle en général de grains de consommation. Si on nous obligeait, alors actuellement on est sauvé en vigne par rapport à la législation actuelle, c'est que on pourrait embêter un céréalier par exemple parce que lui il va récolter la graine, alors que nous en vigne on sème mais on récolte jamais. Donc avec la législation actuelle on est tranquille, mais si cette législation là a évolué, et là ça serait même plus un frein, là ça serait un arrêt net et global, parce que à part certains endroits à Saint-Émilion ou à Meursault ou en Champagne, ouais, on va dire que c'est des vignobles où il y a un petit peu de sous. Si vous allez à Bergerac, en Côte de Gascogne ou vers chez toi, ouais, s'il faut mettre 3 000 € pour se mettre un hectare d'engrais vert, je vous garantis qu'il va y avoir des semoirs à vendre sur le marché. Justement, par rapport à ça, vous avez des terres à côté ou vous faites des échanges avec... C'est un échange, ouais, avec mon cousin qui produit la Fèverolle et puis un ami un peu plus loin là, qui... j'ai acheté uniquement la moutarde cette année, dans le commerce. C'est de l'échange. Oui. Alors, moi j'ai une question pour chacun d'entre vous. Je ne suis pas agriculteur, hein, j'ai une société d'expertise en agronomie, je travaille dans 20 pays. Accessoirement, je suis gardois. Donc votre exemple m'intéresse beaucoup parce que vous avez du recul. Vous êtes arrivé à, parce qu'on est dans une région où la matière organique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. Hein. Ouais. Je travaille à 0,2% de matière organique. Non, je suis à 1,8. Voilà, 1,8. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez commencé en 2002. En 2002 avec des graminées, oui. Voilà. Et donc vous étiez à ce moment-là à peu près à quel niveau de matière organique? Ah, je ne saurais pas vous dire. J'ai pas des analyses autant hautes, mais on n'a jamais été très bas parce que historiquement, on a eu. Mon grand-père avait un troupeau, donc je pense qu'on est parti un peu haut. Et un troupeau de moutons, donc ils ont fumé, j'imagine, à l'époque avec ça. Donc après, il faut un certain temps pour que ça descende. Et après, je ne suis pas sûr que le monte très vite, par contre, malgré des techniques comme ça. Je n'ai pas idée. Ça toujours moins vite en pays chaud qu'en pays moins chaud. Hein. Parce que la minéralisation de femmes. Alors, je peux amener un élément de réponse là-dessus, c'est qu'à la base, les engrais verts. C'est mathématique aussi, si on ne travaille pas. C'est pas une technique pour générer de l'humus. Ça, c'est clair. Voilà, donc sauf à une seule condition, c'est de laisser monter les céréales, les crucifères à paille. Et là, on en revient aux questions qu'il y avait tout à l'heure sur la pulvérisation, sur les risques de gel, où moi ça me paraît très compliqué en vigne, ou à moins d'être sur des cépages résistants où il ne faut pas traiter ou des choses comme ça, mais dans les vignes actuelles, ça me paraît assez délicat. Donc la technique des engrais verts, moi j'ai des vignerons où on a arrêté la fertilisation extérieure, donc on maintient les rendements et la fertilité qu'avec les engrais verts, mais sur des parcelles qui sont à l'équilibre.
en termes de matière organique et d'humus. Et dans le cas où une parcelle est déficitaire en humus, de mon point de vue, le vigneron ne pourra pas faire autrement que de passer par la case compost ou amendement organique du commerce. C'est négatif. Et la deuxième question était pour vous. Dans votre logiciel, merci, là vous avez parlé d'un certain nombre d'unités NP et K. Je suppose que c'était NP2O5 et K2O. Oui. D'accord. Par contre, donc ce logiciel que je ne connais pas, calcule en fait quelle est la quantité d'éléments minéraux qui à un moment donné vont revenir dans le système, quoi. Ouais. C'est-à-dire c'est potentiel, c'est une méthode d'estimation des restitutions. C'est-à-dire en gros, c'est une masse de biomasse que vous avez estimée qui est multipliée par une teneur. Ouais, il y a un ABAC où ils ont fait des mesures de matière sèche et de composition sur un certain nombre d'échantillons. Ils ont constitué un ABAC. Donc plus on enrichit l'ABAC, plus l'outil devient précis. Après, si on voulait quelque chose d'exhaustif, il faudrait alors déjà arracher toutes les racines, bon courage. Après, il aurait fallu passer à l'étude, faire une analyse. Donc, c'est coûteux, le vigneron il n'a pas le temps. Et là, c'est plus merci, moi je m'en sers surtout comme d'un outil pédagogique. Parce que sinon, on reste sur tiens, mon ombre vert il est bien développé ou il n'est pas développé. Et ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Donc, moi j'essaye avec les vignerons. À la fois, je vous ai dit comme tout à l'heure, de faire des fosses pour aller observer ce qui se passe dans le sol et l'effet des racines sur le sol. Et avec Merci, ça permet d'avoir aussi un autre angle d'approche avec le vigneron sur qu'est-ce qu'on a pu, alors même si c'est pas 10 unités près, mais ça donne un ordre d'idée. Oui, donc c'est la quantité d'éléments qui sont recyclés, pas forcément créés. Ah ben non, mais de toute façon, à part les légumineuses qui créent de l'azote, vu que le rhizobium fixe de l'azote de l'air pour le donner à la plante, et comme on a vu, c'est quand on détruit la plante que ça le donne. Mais par contre, si vous prenez les crucifères, autant les légumineuses ou fabacées maintenant, elles ont des gros besoins azotés, donc c'est pour ça qu'elles ont développé cette symbiose avec les rhizobiums. Les crucifères, c'est une famille de plantes qui ont d'énormes besoins en potasse et en phosphore, mais surtout en potasse. Du coup, elles ont développé une rhizosphère qui leur permet d'aller s'alimenter dans des stocks de potasse qui sont indisponibles pour la vigne. Où la potasse est bloquée, donc c'est des blocages induits. Et dans ce cas-là, la crucifère, elle va être capable d'aller chercher cette potasse bloquée, elle la ramène dans la plante sous forme organique, et du coup, quand vous détruisez la crucifère, après dégradation par les micro-organismes, vous avez de nouveau une potasse qui est accessible. Alors je réponds à je connais un peu ces choses-là, parce que je travaille depuis 35 ans dessus. Donc là, quand vous détruisez un végétal, comme ça, je crois que c'est une question que vous avez posée. En fait, une fois que le végétal a commencé à sécher, si vous prenez une pluie à peu près de 50 mm, les végétaux ont perdu à peu près 80% de leur valeur minérale. Ce sont des éléments qui se lessivent très très facilement. En fait, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, quand vous avez des pailles derrière une récolte, vous prenez une bonne pluie dessus, la paille elle va changer de couleur, en fait elle noircit un peu. Une paille qui a noirci a perdu à peu près 80% de ses éléments minéraux, qui sont du coup sous une forme totalement assimilable. Et lessivable lessivable pour ce qui va concerner l'azote nitrique, pas lessivable pour ce qui va concerner le phosphore ou le potassium, qui ont des capacités de lessivabilité extrêmement faibles. Juste pour illustrer un peu par rapport à votre question. Donc cette photo-là, c'est un vigneron qui passait en conversion en 2016, donc c'est des semis de 2015. Donc voilà, ça c'est quelque chose de relativement réussi sur une plante. Ça c'est une autre parcelle chez le même vigneron, donc ça a été semé le même jour, le même mélange, avec le même semoir. Et bien cette parcelle-là, en fait, c'est une parcelle qui avait été décaissée à la plantation. Donc ils ont enfoui toute la terre arable et les couches humifères en profondeur, et ils ont remonté la couche minérale du sol en surface. Donc on peut estimer que là on est sur un sol et pour le coup il n'y a plus de matière organique, donc très pauvre en humus. Bon bah là vous pouvez faire des engrais verts autant que vous voulez. Avant d'avoir le résultat de la photo d'avant, si vous faites que des engrais verts, vous en avez pour 30 ou 40 ans. Sur une parcelle comme ça, c'est là où il y aurait une nécessité
de réaliser soit des apports de compost mûr, soit des amendements organiques du commerce, qui vont à la fois aider le sol, mais qui aideront aussi l'engrais vert à mieux pousser, donc qui aidera aussi, vous voyez, c'est un cercle vertueux. Pour avoir travaillé un peu sur les traités, et pour finir de répondre à votre question, le trèfle ne peut pas s'implanter si la teneur en potassium du sol n'est pas suffisante. D'accord. La meilleure façon d'installer du trèfle d'une traînée de graminées, c'est de remonter un peu la teneur en potassium. D'accord. Ça vient de là que mon trèfle n'a pas... Ça peut venir de là. Je sais pas, il faut... À chercher. C'est possible. Après, il faut voir aussi, là, c'est des ressemis naturels, c'est quel régime non, mais même le ressemis n'a pas fonctionné. Une petite question avant de finir. On a parlé beaucoup de l'effet sur la fertilisation comme l'engrais vert, l'érosion, la structuration du sol. Est-ce qu'il y a des espèces qui apparaissent avec d'autres fonctionnalités comme on parle un peu de biodiversité par rapport aux ravageurs, par rapport à la captation du cuivre? Alors ça, ouais, on peut beaucoup parler. Alors il doit y certainement y en avoir. À ma connaissance, moi j'en connais pas, donc celle qu'on utilise régulièrement. Alors souvent il y a l'avoine est mise en avant parce qu'elle aurait des propriétés là-dessus. Moi j'ai pas lu d'études personnellement, alors peut-être elles existent, mais si elles existent, je les ai pas lues. Et après de toute façon ça pose un autre problème, c'est que si on cultive une plante, donc ça par exemple ce que vous dites là, par exemple actuellement en France il y a un programme qui s'appelle Agromine, ça doit être le CNRS ou un peu comme ça, travaille là-dessus, c'est sur l'extraction des métaux rares dans des sols naturellement pollués. Enfin, c'est même pas de la pollution, c'est qu'ils sont naturellement très riches en zinc ou en bore, des métaux quand ils sont en excès qui empêchent toutes les plantes de pousser. Ils arrivent à cultiver des plantes pour extraire quelque part, on va dire, par les racines et par la plante ces plantes-là. Mais en vigne, même si on trouvait une plante qui serait capable de fixer le cuivre et de le sortir du sol, si vous venez avec le broyeur ou avec le rouleau, ça ne changera pas le problème. Il va falloir avoir des faucheuses autochargeuses qui seront capables de rentrer dans les vignes pour extraire. Et après, franchement, le cuivre, pour moi, c'est un faux débat. Alors, je ne dis pas que moi, je serais le premier à être ravi de pouvoir me passer du cuivre en agriculture biologique, mais actuellement, par exemple, on n'a pas de produit qui soit efficace et bon marché. Mais quand je dis que c'est un faux problème, c'est que moi, par exemple, j'ai une vigneronne avec qui je travaille. Il y a des parcelles de vignes qui ont 80 ans, elles n'ont jamais vu un seul produit chimique de synthèse, que ce soit un désherbant ou un fongicide ou un insecticide. Elles ont toujours été traitées qu'au cuivre et à des doses avant qui étaient largement plus fortes que celles qu'on utilise maintenant. Et quand elles replantent ces vignes, il n'y a jamais de problème de reprise ou de replantation. Quand on fait des engrais verts, les engrais verts ils font 1,80 m, 2 m. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que le cuivre, ça ne pose pas de problème tant que vous avez des sols vivants. Et à chaque fois qu'il y a dans la presse viticole, où on cite des cas où après sur de la vigne où il y a trop de cuivre, que les céréales ne poussent pas ou que la vigne ne reprend pas, puis on parle de la phytotoxicité du cuivre, vous pourrez remarquer, mais que c'est jamais des parcelles en bio, c'est toujours des parcelles en conventionnel. Ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à dans les années 1950, de toute façon, toutes les parcelles de vignes en France, elles ont toutes été traitées au cuivre et à des doses très très importantes. Et après, il y a ceux, on va dire, qui ont cédé aux sirènes de l'agrochimie, donc de la fertilisation chimique de synthèse, à la place de ce qui se faisait avant, des fumiers, des composts, des engrais organiques. Et dans ce cas-là, les deux cumulés, c'est-à-dire l'arrêt de la fertilisation organique plus du cuivre en importance, c'est là où on a des phénomènes de phytotoxicité. Mais sinon, je vous dis, moi j'ai plein de parcelles où, voilà, du moment qu'on... Parce qu'en fait, le cuivre, oui, on dit toujours que c'est un métaux lourd, d'accord? Ce qui est en soi vrai. Mais par contre, ce qu'on dit moins souvent, c'est que c'est aussi un oligo-élément, le cuivre. Vous avez du cuivre dans votre organisme, les plantes elles ont du cuivre dans l'organisme, et surtout, c'est un élément naturel. C'est-à-dire, le cuivre, il existe naturellement dans la nature. Et la nature, elle sait gérer le cuivre. Alors que tout à l'heure, on parlait du glyphosate et de ses molécules de dégradation, ça n'existe pas dans la nature, le glyphosate. Donc la nature, elle ne sait pas le gérer, elle ne sait pas le dégrader. Puisque vous parlez glypho,
Est-ce que les engrais verts à forte densité pouvez maîtriser le chien d'an? Oui, mais alors, l'enchaînement, c'est pareil, faut prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire, plutôt de vous poser la question comment je vais détruire le chien d'an, la question va se poser, c'est pourquoi j'ai du chien d'an dans mes parcelles. Le chien d'an, moi j'ai beaucoup travaillé avec Gérard Dussart sur la méthode des plantes bio-indicatrices depuis pareil, une vingtaine d'années. Son biotope naturel au chien d'an, c'est le lit des ouèdes au Maghreb. C'est lui qui tient le sol. Donc c'est une plante bénéfique parce que s'il n'était pas là, toute la terre s'en irait et tout ça. Et du coup, il vient pousser sur des sols qui sont déstructurés. Donc les engrais verts, c'est justement en jouant avec des avoines ou des triticales, des choses comme ça, des plantes à système ramifié, de la facélie, où on va avoir des exudats racinaires qui vont redonner de la cohésion au sol. Et c'est en améliorant la structure du sol que petit à petit, le chien d'an va disparaître. Parce que le chien d'an, il n'aura plus de raison de pousser à cet endroit-là. Enfin, une fois qu'il y est, ça s'incruste. Ben, moi j'ai un domaine là, non j'ai pas les photos là, mais où justement c'était des sols limono-argileux. Donc c'était travaillé au rotavator et ça, donc ça arrangeait rien. Donc l'adventice principal pour le vigneron, c'était le chien d'an. Et même en chimie, il n'arrivait pas à s'en sortir. Et en bio, on a réussi à s'en débarrasser avec le travail du sol et les engrais verts. Et ça a mis 5 ans de pratique assidue des engrais verts. Et au bout de 5 ans, je ne vous dis plus qu'il n'y a plus de chien d'an. Mais le vigneron lui-même, il dit que c'est plus son problème majeur et que c'est plus un problème du tout. Il est moins concurrentiel qu'il peut être. Ouais, tu auras toujours une petite touffe de chien d'an qui sera là, ouais, mais c'est plus un problème comme ça l'était avant. Le chien d'an a des atouts. Quand il fait des automnes très pluvieux, nous je sais qu'on s'est retrouvé certaines années pour avoir neigé que chez un vigneron qui était interdit les chiens d'an. Non mais c'est pareil, les éleveurs. On ne peut pas aller chez les autres, mais chez lui, vous pouvez y aller. Là, on est dans l'atelier viticulture. Comme je vous ai dit, moi j'ai eu la chance de travailler avec différents types de production. Les éleveurs, en général, ils aiment bien avoir un peu de chien d'an. Pareil, ils ne veulent pas que ça, mais ils aiment bien avoir un peu de chien d'an dans leur feuilles. Parce que quand il y a la canicule et qu'il ne pleut pas pendant 2 mois, bah, le dernier truc qui reste vert et que pâturent les vaches, c'est le chien d'an. On serait plus content s'il était dans l'interrang que sur le rang, et il a tendance à se mettre sur le rang. Ah oui, il a un esprit rebelle, individualiste, le chien d'an. Du coup, ça me fait penser, les prêles qui sont une véritable catastrophe. C'est pas très gênant quand la vigne est développée, mais quand on plante des mailleuls, dans les endroits où il y a des prêles, le développement prend très rapidement 3 ans de retard. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme... Bah déjà, s'il y en a un seul où il y a de la prêle, c'est rarement bon signe d'un point de vue agronomique. On est sur des sols, on voit plutôt d'effondrement, alors après, il faudrait voir quelle prêle exactement. Sinon, après, vous êtes sur des parcelles en bio ou pas? Ah non, le cri du cœur. Parce que moi, j'ai une technique, enfin j'ai un vigneron, pareil, qui a une parcelle qui est, il y a une forte présence de prêle, qui est en bio. Et alors, ce que je fais en général, c'est que tous les autres vignerons qui veulent faire des décoctions de prêle, je les envoie chez lui. Mais chez moi, il n'y en a aucun en bio. Et du coup, les autres vignerons viennent lui arracher la prêle, et ils sont contents de la prêle bio gratis, et lui, il est très content parce que ça lui nettoie ses parcelles sans qu'il ait à le faire. C'est pas mal ça. Tu vas le vendre, tu vas le choix. Non, mais j'étais en train de me poser la question, en fait, c'est aussi un travail de Romain, mais est-ce que si on les coupe, au moins les couper ou les faucher, enfin bon, au moment où en tout cas j'implante la vigne. Parce que après, j'ai pas remarqué qu'il y avait des problèmes de vigueur à l'endroit où il y a la prêle. Mais la vigne arrive à sa vigueur, le cep arrive à sa vigueur 2 ou 3 ans après. Ouais, là, sans voir la parcelle, c'est difficile. C'est souvent dans les bas-fonds. Ah ouais, c'est un drain à la base, hein, la prêle, c'est une tige creuse qui va drainer l'eau. Elle draine tout, hein. Il est moins 25, donc on a atteint le but. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Pour Eric, peut-être. Mais après, il peut y avoir des questions pendant l'heure du déjeuner, donc...
tout le monde est là. Voilà. Oui, moi je vous poserais bien une question sur une réflexion que me faisait Sébastien. Quand vous avez dit que ça améliorait la texture de vos vins, et Sébastien m'a dit entre l'oreille et le trahi, ça, j'y crois pas du tout. Alors, ça serait bien que vous convainquiez. J'ai dit je... Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que je crois que c'est pas ça, j'ai dit je suis pas convaincu. J'ai dit je pense aussi parce que du vin, j'en fais chez moi que depuis 2 ans, donc j'ai pas le recul j'ai fait des engrais verts avant de faire du vin. Donc j'ai pas le recul, mais j'imagine que si la vigne est en meilleure santé, du fait que le sol est en bonne santé, ça doit se ressentir dans le vin. Après, la réalisation du verre est un travail aussi complexe que. Ouais, après moi j'ai faire de la vigne. Les 2 ans de vinification que j'ai fait, les vins se ressemblent l'un sur l'autre, donc je pense qu'il y a la patte du terroir plus que du vinificateur. Et après l'engrais vert peut avoir une incidence aussi, j'en sais rien. Mais je pense que si le sol est en bonne santé, le vin doit s'en ressentir au bout. Ouais. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure à l'amphithéâtre. Bon, c'était des vaches, mais je pense que ça doit aller dans le sens. Ok, merci à tous les deux. Merci d'être venus à cet atelier. Voilà.